Moi j'ai travaillé sur les étudiants pour le coup, donc j'ai un biais étudiant, mais sur l'évolution qui s'est faite dans les modes d'action depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 2000. Alors effectivement, le premier point commun, c'est évidemment la massification scolaire, mais c'est aussi les réponses qui sont apportées par le gouvernement. Puisque, comme dans les années 60, il y a eu des tentatives de lutte très importantes, comme vous le savez sans doute, contre le plan Fouché, qui mettait en place des mesures sélectives à l'entrée de l'université. En 67, on a la réforme de Perfit, qui est en fait un projet de sélection à l'université qui est très semblable à celui qui est mis en place aujourd'hui par Frédérique Vidal. Donc finalement, la réponse des gouvernants, une fois qu'il y a une massification scolaire, c'est de fermer les vannes et de mettre en place un dispositif où, certes, tout bachelier va avoir accès à l'enseignement supérieur, mais par contre, les meilleurs élèves, donc plus probablement issus des classes dominantes, vont avoir le choix, et les autres seront mis aux places qui restent et où l'économie a besoin de quoi. Donc il y a un point commun il y a un point commun déjà proche qui est dans le type de réforme qui est mise en place par rapport à cette massification scolaire. Au lieu de garantir l'accès à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, de l'enseignement supérieur, on ferme les vannes. Alors évidemment, la réponse en 68, c'est évidemment pas le mot d'ordre en 68 de départ, la sélection, mais ça revient dans la contestation. Il y a beaucoup de visuels qui ont été réutilisés par les étudiants aujourd'hui contre la sélection à l'université. Et la force du mouvement 68 a quand même pour effet de fixer dans la loi, avec la loi Faure, qui est lue comme une trahison de 68, mais qui est malgré tout fixe certains acquis. La loi Faure va fixer le fait que tout bachelier a accès à l'université dans la filière de son choix. Ça, c'est évidemment ce qui est effacé du code de l'éducation avec la loi Or. Donc la première chose, c'est évidemment le point commun sur les politiques qui sont combattues par les étudiants. Alors ensuite, il y a un point commun qui est très frappant pour des sociologues, c'est la continuité en fait des modes d'action dans un groupe social, ce qu'on appelle les répertoires d'action collective entre sociologues, puisque les modes d'action étudiants se renouvellent très peu en fait depuis 68, puisqu'en fait on retrouve le recours à l'Assemblée générale comme instance souveraine, le recours à l'occupation ou au blocage ou au piquet de grève, les manifestations, etc. Donc en fait c'est le même mode d'action qui est mis en œuvre depuis 68 et qu'on retrouve dans tous les mouvements jusqu'en 68. Ce qui est étonnant parce que si on réfléchit, la population étudiante par définition elle se renouvelle tous les ans. Donc on pourrait croire que chaque génération va inventer de nouveaux modes d'action, et en réalité c'est un milieu où on observe une très grande continuité des modes d'action. C'est valable dans d'autres milieux sociaux, mais c'est notamment le cas chez les étudiants. Alors comment l'expliquer c'est en partie vous qui avez créé ça, c'est-à-dire que en réalité même si les étudiants se renouvellent chaque année, il y a des militants qui ont maintenu en fait des savoir-faire, qui ont transmis des savoir-faire, soit dans les universités, soit par le biais d'autres organisations où les étudiants peuvent croiser d'anciens militants qui ne manquent jamais de leur donner des conseils sur comment s'organiser, etc. D'où le fait qu'on retrouve quand même une permanence importante. C'est ce que Verta Taylor appelle la continuité des mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux dormants qui ont été en gros les structures, les organisations politiques, les gauches alternatives, mais aussi les syndicats, et en général les mouvements sociaux qui ont permis que même quand il y avait des périodes sans grève étudiante, il y avait des échanges qui faisaient que au moment où renaît une grève étudiante, elle a tendance à avoir recours aux mêmes formes d'action que les précédentes. Alors, effectivement, un autre point commun, c'est celui du poids de la répression, avec effectivement par contre un effet moindre, parce que la répression en 68, elle crée un mouvement d'ampleur dans les universités. Là, le mouvement a été important, mais pas non plus à l'échelle de 68, sinon on s'en serait tous rendu compte. Alors, une autre chose qu'on peut discuter, c'est la permanence des mots d'ordre. Parce que dans la façon de justifier, par exemple, le recours à l'Assemblée générale, on trouve, par exemple, à la fin des années 2000, la référence au mot d'ordre de l'autogestion, qui vous intéresse particulièrement. Donc même chose, en fait, ce mot d'ordre s'est transmis
par les organisations autogestionnaires, par les militants de la CFDT qui l'ont éventuellement quitté mais qui ont continué une activité militante par exemple à Sud. Et donc ce mot d'ordre conserve sa force dès lors qu'il s'agit de s'organiser de façon horizontale, démocratique, sans chef, éventuellement d'occuper l'université et du coup de mettre en place une vie quotidienne alternative dans l'université. Simplement, il y a un déplacement qui est important à constater aujourd'hui, c'est que autogestion en 68, dans les années 68, ça voulait dire, me semble-t-il, l'appropriation des moyens de production et le fait de les gérer soi-même par les travailleurs. Tandis que quand les étudiants ont recours au mode d'ordre de l'autogestion dans les années 2000, il y a évidemment cette idée-là à terme, mais en fait pour une minorité d'étudiants très politisés, en fait ce qu'ils appellent autogestion, c'est tout simplement la démocratie dans les grèves. C'est-à-dire c'est comme si, au fur et à mesure que la perspective d'une révolution qui permettrait justement de mettre en place l'autogestion s'éloignait, on s'est en quelque sorte on s'est contenté d'une autogestion qui soit tout simplement rendre démocratique une grève ponctuelle sans forcément avoir pour horizon de changer les modes de production, de changer l'organisation de la société. Donc en fait il y a toujours ce mode d'ordre d'autogestion mais il change un peu de sens parce qu'en fait il est édulcoré tout simplement par le fait que les acteurs contestataires ne se projettent pas dans des chances de succès et de transformation de la société aussi fortes que ça pouvait être le cas dans les années 68. Donc ça c'était pour les points communs avec la situation actuelle et celle des années 2000. Alors sur l'enquête en elle-même, j'avais des remarques et des questions sur justement la méthode qui est très intéressante puisque justement elle permet d'éviter tout un tas de biais qu'on peut avoir quand on travaille sur 68. Alors la première chose c'est de renouveler ce qu'a dit Isabelle sur l'importance des archives. Les archives sont très importantes pour commencer une enquête sur 68 parce que, et sur les années 68 parce que 68 comme d'ailleurs Isabelle l'avait déjà dit dans un article antérieur, 68 c'est pas seulement un événement historique, c'est aussi un enjeu de mémoire qui a été l'objet de lutte aussitôt après l'événement. Donc en fait les 68ards ont pour particularité d'avoir continué les querelles qu'ils avaient entre eux en 68 en les poursuivant dans des querelles de mémoire sur comment réinterpréter les événements, sur quoi mettre l'accent, qu'est-ce qui était important, à quel moment telle chose a commencé. Donc quand on interroge les gens, eux ils se sont reconstruits leur histoire avec leurs conflits entre eux depuis cette époque, donc ils ont tendance à avoir une vision de la réalité où ils oublient des choses, ou au contraire ils mettent en avant certaines choses, et ils se disputent entre eux, en fait, justement, ils continuent leur querelle là-dessus. Donc l'importance des archives, c'est que là, par contre, les archives, elles peuvent présenter toute une série de biais, mais par contre, elles n'ont pas de préoccupation de nous imposer une mémoire. Donc elles permettent de fixer les choses et de permettre de savoir ce qu'on demande aux enquêtés sans être pris, justement, en tant que chercheur dans ces querelles de mémoire. Donc l'importance des archives est de conserver vos archives et de les transmettre et de se baser dessus. Et l'autre outil très important, c'est évidemment celui du calendrier qui permet aussi de poser les choses, de replacer ce qui s'est passé avant, après, etc. Et de ce point de vue-là, j'avais une question qui était de savoir comment ça se passait concrètement au moment de l'entretien. Est-ce que c'est un point d'appui tout au long de l'entretien qui consiste à remettre les dates au bon endroit, ou est-ce que ça vient à la fin de l'entretien pour faire une synthèse? Comment ça s'intègre, au niveau de la cuisine, en fait, comment ça s'intègre dans l'entretien, comment c'est utilisé concrètement? Et l'une des choses intéressantes, c'est de voir les effets de l'engagement, non pas simplement sur les carrières professionnelles, mais aussi sur la vie privée, puisque justement, quand on change non seulement le monde, mais sa vie, ça a évidemment des effets sur sa vie. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais développer justement sur cette question-là. Donc, tu as parlé des femmes et des difficultés que ça peut avoir. Les difficultés aussi que ça peut avoir d'être féministe, en fait. Quelles difficultés on rencontre dans sa vie personnelle quand on est féministe. C'est-à-dire, évidemment, quand on remet en cause toutes sortes de choses sur la famille, sur le couple, etc. Quel effet ça peut avoir sur les vies et les difficultés de la vie qu'on rencontre, qui est, je pense, une chose qu'avait déjà montré Julie Pagis dans son livre sur 68, mais qui, du coup, peut-être que vous avez d'autres données là-dessus. Et enfin, une question technique, c'est-à-dire
quand tu dis qu'il y a peu de retrait complet de l'engagement, est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sont plus difficiles à trouver? C'est-à-dire comment on fait pour retrouver en fait ceux qui se sont entièrement retirés et qui du coup, par conséquent, ont aussi perdu leur contact avec les autres militants, sont un peu disparus de la circulation. Comment, enfin la difficulté de retrouver justement ceux qui sont intéressants à étudier parce qu'on peut comprendre les logiques du désengagement et leur cause. Ok. Alors, première question sur la passation du calendrier de vie, hein, donc de ce truc-là. Alors bon, évidemment, déjà, ça va sans dire qu'on ne laisse pas la personne tout seul face à ça. Parce que déjà, pour le remplir, il nous a fallu un petit temps d'apprentissage, on va dire. Hein. Et encore là, c'est la dernière version, mais la première version, il n'y avait pas les couleurs. Et c'était plus petit, donc c'était... Donc, évidemment, hein, on fait pas de l'auto-administration, hein, c'est-à-dire que le chercheur, c'est lui qui remplit. Hein. Alors, sur quand est-ce qu'on le passe, etc., d'une part, il y a plein de débats, hein, et puis il y a plein de pratiques. Hein. Alors, certains, par exemple, donc Olivier Filleul, hein, l'inventeur de cette enquête, lui, systématiquement, le fait avant l'entretien. Pourquoi? Justement parce que son objectif premier pour lui, c'est la mémorisation. Et effectivement, comme je le disais, le fait d'avoir des dates sous les yeux, ça vous fait penser à des choses. Donc lui, il le faisait systématiquement avant. Alors c'est bien, moi j'ai tout fait, hein, c'est-à-dire que j'ai fait avant, après, pendant. J'ai tout expérimenté, parce qu'en fait ça dépend de l'individu, quoi. Hein. Le fait est que Olivier, il est en poste à Lausanne, en Suisse, donc ils ont beaucoup plus de temps de recherche que les enseignants-chercheurs français, hein, donc il y allait beaucoup plus que moi, sur une période beaucoup plus longue, etc. Donc ça veut dire que le lien avec ces enquêtés était travaillé vraiment en amont et en aval. Quand vous arrivez avec quelqu'un, vous avez un entretien, où vous déjà, vous avez expliqué que tout nous intéresse, quoi, hein, toutes les facettes de sa vie, etc. Donc c'est déjà un peu délicat. Quand vous arrivez et que vous dites, on va commencer par ça, ça peut faire peur quand même. Hein. Donc il y en a, effectivement ça se passe bien, mais moi, tendanciellement, j'ai plutôt préféré, j'ai essayé tout, donc, le faire pendant ou après. Alors, pendant, ça demande un travail, une concentration pour l'enquêteur qui est énorme, parce que ça veut dire que ce sont des entretiens non directifs. Hein. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, le modèle de l'entretien non directif dérive de la cure analytique. Hein, c'est pas qu'on les compare, hein, mais c'est-à-dire qu'on donne une consigne très large et la personne ensuite prend son récit, il part de son récit comme il veut, il ou elle veut, hein, et l'enquêteur cherche à moins intervenir le moins possible, hein, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre d'une part pourquoi, comment cette personne s'est engagée et quelles ont été les incidences. Eh bien c'est signifiant pour moi que cette personne commence son récit d'un point de vue chronologique. Hein, le 3 février 67 j'ai rencontré un tel, ou plutôt qu'il commence par son enfance, voire pour certains remonte à la Réforme, je suis d'une famille protestante, ça c'est un élément important pour le sociologue, comment la personne commence son récit. Alors donc, quand le chercheur remplit ça en même temps, que ça demande à la fois à être attentif à ce que l'autre dit et en même temps noter les éléments. Donc ça demande quand même un peu de pratique, on va dire. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'après, à la fin de l'entretien, je vais dire, il y a des trucs que j'ai pas compris, donc on va revenir sur certaines choses. Hein. Le faire. Pardon ? On termine et puis ensuite on va passer à la... Ah oui, d'accord. Autre chose, hein, c'est de le faire après.
Alors le faire après, c'est très, enfin moi j'ai trouvé c'était très intéressant parce que d'une part la personne est en confiance, hein, elle a déjà parlé, donc là ça lui revient, mais c'est intéressant si on revoit la personne ou si après le calendrier, on recommence l'entretien, on refait une partie d'entretien. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je vous disais, ça peut durer 8 heures, quoi, cette affaire. Hein. Mais bon, 8 heures d'entretien à 70 ans, c'est très difficile. Hein. Donc on le fait plutôt en plusieurs fois. Voilà. Bah, deuxième question. Non, mais une autre question, c'est sur les femmes. Je peux répondre ou pas? Oui, il faut, là, parce que absolument. Alors, d'une part... C'est incontournable. Oui, mais Julie, elle n'est pas sympa avec moi parce que Julie, elle sait que moi, je suis spécialiste des gros bras. C'est-à-dire... une façon d'étudier le genre très important. Donc, moi, j'ai travaillé sur les services d'ordre des syndicats, j'ai travaillé sur les organisations... Oui, là, je me suis enrôlée 2 ans au service d'ordre de la CGT, effectivement. Il y a des femmes dans le service d'ordre. Oui, il n'y a pas beaucoup, là. Bon. Spécialisée sur l'extrême gauche, donc c'est quand même plutôt... Et en plus, sur les groupes militaires d'extrême gauche, donc c'est plutôt des hommes. Donc bref, je me suis occupée des entretiens, j'ai fait des entretiens avec des syndicalistes, des entretiens avec des gauchistes, entre guillemets, je me suis pas occupée de la partie féministe. Même si une partie significative de mes militants gauchistes sont des femmes qui sont passées par l'extrême gauche avant. Hein. Mais bon, moi je suis pas spécialiste du tout du féminisme, etc. Mais très clairement, non mais je le dis, hein, voilà. Mais très clairement, c'est une expérience, leur militantisme, qui a été plus cuisante à tout point de vue, et d'abord sur le plan, d'abord sur le plan affectif, quoique, en même temps, comme je le disais tout à l'heure, les femmes parlent beaucoup plus volontiers de leur vie privée et des difficultés qu'elles ont rencontrées, des problèmes de sexualité, des problèmes de maternité, des problèmes de conjugalité, etc., que les hommes, a fortiori des syndicalistes. Alors là, pour les faire parler, c'est la croix et la bannière. Enfin, CFDT, ça va, mais alors là, les dockers, CGT, etc., c'est foutu. Donc, bon, est-ce qu'elles ont été plus affectées ou est-ce qu'elles verbalisent plus? Là aussi, il faudrait... Bon, mais... Il semble qu'elles aient été effectivement plus affectées, ne serait-ce qu'avec le chiffre que je donnais tout à l'heure à propos du déclassement, et d'abord dans leur vie affective, parce que c'était encore plus coûteux pour elles de s'opposer à la fois à l'ordre et à l'ordre genré, à leurs relations. Ça n'a pas été par leur propre choix, c'est-à-dire de ne pas se marier, de divorcer, de ne pas avoir d'enfants, enfin, est-ce que c'est subi forcément? Non, c'est leur choix, mais quand on les rencontre, elles considèrent que c'était leur choix, elles ne le regrettent pas, etc. Mais elles disent rétrospectivement en avoir souffert. Voilà. Par exemple, le fait de ne pas avoir... d'être à la retraite, pas d'avoir elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants par exemple, mais elles le vivent plus difficilement, on va dire, parce qu'elles sont seules au moment de la retraite. C'est l'impact du militantisme sur la vie affective, parce que beaucoup de ces femmes sont entrées dans le militantisme, pas toutes bien entendu, mais beaucoup sont rentrées dans le militantisme par un compagnon. Et par un compagnon qui, même si elles aussi étaient... Pas mal. C'est la grosse déception. Ça arrive. J'ai pas dit toutes, mais quand même beaucoup. Et si elles étaient militantes, elles aussi dans la même organisation, elles ont subi évidemment la division du travail militant, elles étant dans l'ombre de leur compagnon. Et puis alors l'autre chose... Pardon ? Elles ont pu rencontrer le militantisme par leurs compagnons, mais pas forcément le féminisme. C'est-à-dire qu'elles ont pu rompre aussi avec un certain type de militantisme. Ah oui. Parmi les féministes, il y a presque 40% des femmes qui ont été interrogées parce qu'elles étaient d'abord féministes, enfin leur engagement principal était le féminisme, qui étaient passées par les gauches alternatives. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Mais il y a un truc très important sur les femmes, c'est la question de la sexualité.
C'est-à-dire que c'est une période de libération sexuelle, et tout le monde le vit très bien, et tout le monde en parle très volontiers. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est que souvent, quand on parle de 68, de l'événement 68, on parle d'abord d'une rencontre, ou voilà, beaucoup, hein. Ou plusieurs rencontres, enfin bon, peu importe. Hein. Mais, en revanche, cette question de la libération sexuelle a été vécue très différemment par les hommes et par les femmes. Parce que, en tout cas, c'est ce que nous disent les femmes, hein, disent que c'était plutôt à l'avantage des hommes, quoi, en fait. Hein. Les hommes disant, bah oui, monsieur, voilà. Hein, que c'était, bon, les hommes, si vous disiez non, c'était que vous étiez une petite bourgeoise coincée, etc. C'était un peu le marché sexuel, quoi, en gros. J'exagère un peu, mais bon. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est un rapport possible à l'avenir de votre travail avec le métron. Comment pensez-vous possible que soit possible une utilisation de votre matériau, de vos matériaux, par le métron? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, il y a des différences. En particulier, le métron ne développe pas, sinon de manière très classique, je dirais, l'aspect familial, hein, c'est marié, deux enfants, éventuellement c'est remarié, etc. Donc comment envisagez-vous une possibilité d'utilisation de matériaux par le métron? Puis une deuxième question courte qui n'a rien à voir avec ça, étant donné que les interviewés avaient donc 65-70 ans, pour ceux qui ont des enfants, il y en a quand même un certain nombre, est-ce que vous avez tenté d'examiner le volet déclassement social par rapport aux enfants? D'accord. Alors, je vais commencer par la dernière parce qu'elle est plus rapide encore. Hein. Dans l'équipe, il y avait donc une trentaine de chercheurs. Hein. Il y avait des chercheurs titulaires comme moi et beaucoup de chercheurs, de jeunes chercheurs, donc des personnes qui font leur thèse. Et notamment une qui fait sa thèse sur les relations entre 68 arts et leurs enfants. Alors c'est la raison pour laquelle c'est un volet que nous avions décidé de ne pas du tout aborder dans l'enquête collective, parce que sinon ça coupait l'herbe sous le pied au doctorat. Donc on n'a pas du tout travaillé sur cette question de la transmission, qui a été au centre par ailleurs de la thèse de Julie Pagis, qu'elle a dirigée, qu'elle a éditée aux presses de Sciences Po, hein, sous le titre 68, un pavé dans leur histoire. Hein, par ailleurs. Alors il se trouve que il est arrivé qu'on conduise des entretiens alors que les interviewés avaient non pas leurs enfants à domicile, parce que les enfants ils sont partis, etc., mais leurs petits-enfants. Hein, parce que par exemple on y allait pendant les vacances scolaires, donc les vacances scolaires, les grands-parents gardent les petits-enfants, quoi. Et donc il est arrivé que quelquefois les 68 arts racontent leur vie devant les petits-enfants ou les enfants passants, etc. Alors là c'était très intéressant parce que d'une part ce que l'on constate c'est qu'il n'y a pas de transmission entre les 68 arts et leurs enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez raconté votre vie militante à vos enfants, est-ce que vos enfants sont militants, etc., la réponse est presque systématiquement non aux deux questions. Un, je n'ai pas raconté. Deux, ils ne sont pas militants. Et puis s'ils le savent, ils me l'ont reproché. Ça c'est quand même un aspect négatif. Hein. Les enfants en ont bavé visiblement. Pas tous, bien entendu, mais bon. En revanche, mais ça c'est assez classique, hein, c'est pas propre. Hein. Ça saute une génération et ça vient sur les petits-enfants. Et là, les petits-enfants, quand ils ont découvert le passé militant de leur grand-mère ou de leur grand-père, à la fois étaient contents, ils avaient de la fierté et puis en même temps un peu en colère, mais pourquoi tu ne me l'as pas raconté, etc. Voilà. Pour le rapport au métron, hein, qui a quelque chose, c'est un outil formidable. En plus, je suis très amie avec un certain nombre de maîtres d'œuvre, Pentier, Pudal, sur le métron. Donc bon. D'une part, nous, c'est les anonymes, hein, qui nous ont intéressés. Dans les entretiens exploratoires pour reconstituer le champ de force militant en présence, on a fait des entretiens avec des personnes en vue.
Par exemple, je le disais, Samuel Joshua pour Marseille. Mais on n'a pas retenu, sauf exception, on n'a pas retenu ces personnes en vue pour les entretiens biographiques. Sauf exception, par exemple Castan, qui était un responsable du PCMLF, on a fait un entretien biographique. Mais ils sont minoritaires, les têtes d'affiche, entre guillemets, par ville, de notre enquête. Donc parce que ça, c'était notre volonté, on voulait justement travailler sur les 100 grades, etc. Donc bon, une partie seulement de nos enquêtés pourrait intéresser le métro. Ça, il faut que je vois avec Pentier et Pudal si ça les intéresse, et évidemment retourner auprès des personnes comme Castan, etc., pour voir s'ils sont d'accord. Mais évidemment, il ne s'agirait pas de verser tous les entretiens au métro. Alors, tous les entretiens vont être versés, vont être livrés publiquement, mais ça va demander du temps parce qu'il faut qu'on les anonymise. Donc il faut, voilà, il y a un gros travail, mais on va tout mettre, ça c'était un point... Publiquement, c'est-à-dire à la MSH de Dijon, ou tu vois. Non, ça c'est pour nous, c'est essentiel, mais il faut qu'on anonymise. La Maison des Sciences Humaines de Dijon... Sous une forme écrite alors? Quoi? Sous une forme écrite? Les deux. Les deux. Mais bon, il faut trouver, sur une forme écrite, c'est en cours, ça va bientôt, parce que bon, ça c'est pas difficile d'anonymiser. Pour l'oral, ça on n'a pas encore réfléchi comment on allait faire, effectivement. Mais alors ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire, c'est que pour chaque entretien, on a une fiche récapitulative des principales données bio, quoi, hein, de type métron, et ça on peut le donner facilement aux gens du métro, effectivement. Non, mais il y avait d'abord... J'ai une petite question, toute petite. Vous avez évoqué très rapidement les suicides. J'aimerais que vous en disiez plus. Oui. Alors, toutes les villes ont à déplorer des suicides. Les suicides militants, on les a pas malheureusement... Enfin bon, et encore, on n'en a qu'une partie... une petite partie de l'iceberg, malheureusement. Et ça intervient très tôt. Ça intervient dès 76 en fait. Dans quelle proportion par rapport à la population générale? Obligatoirement, on peut faire le ratio. Non, parce que si vous voulez, d'une part, les chiffres officiels des organisations ne correspondent pas du tout aux chiffres réels. Je vous donne un exemple. Je parlais du PCMLF. Le PCMLF revendiquait au plus fort de sa vague publiquement 5000 militants. Moi, plusieurs responsables d'organisations aujourd'hui me disent que si c'était 1500, c'était le grand maximum. Donc bon, voilà déjà. Et puis, quand on apprend qu'un tel s'est suicidé, c'est ce dont on nous parle. Mais effectivement, voilà. Donc, je pourrais pas du tout vous dire un ordre de grandeur. Ça serait... Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des militants qui dans ce processus de 68, ont quitté le PC et sont devenus en quelque sorte dans la zone révolutionnaire, si on peut dire, et est-ce qu'ils auraient un itinéraire particulier Type Castan. Une grande partie, une partie importante des militants les plus âgés du PCMLF. On commençait par le... Et donc ils sont en quelque sorte aussi, c'est quand même une crise. Bien avant. Oui. Non mais pendant le mouvement, est-ce qu'il y a... Non. Et alors là, parce que ça nous a été reproché l'autre fois à Marseille par d'anciens militants communistes, on dit mais pourquoi vous n'avez pas traité du PC, etc. Voilà, c'est un peu indirectement. Alors on y a répondu en disant parce que travaillant sur 68, on travaille sur les gens qui ont été impactés par 68. Oui. Et les gens qui ont été impactés par 68, c'est des syndicalistes, des gauchistes, etc. Enfin, gauchistes entre guillemets, mais des militants du PC en tant que tels, impactés par les événements de 68, franchement, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'ils ont été... Sauf mal décroché, mais c'est plutôt... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ils ont été impactés. Je pense qu'ils ont été plus impactés par la Tchécoslovaquie que par mai-juin 68 en tant que tel. Sauf par Jaudet. Pardon. Sauf par Jaudet. Donc bon, c'est la raison pour laquelle... Et alors, dans notre échantillon, on n'a qu'un militant, un seul militant, qui a été au PSU, mais très brièvement, pendant 1 an et demi, qui s'est engagé au PC et qui a fait une carrière municipale. Personne n'est parfait.
existants. Alors, sur les suicides, enfin, pas que les suicides, hein, sur la fin de la militance politique, hein, tous les militants font état d'une grande fatigue. Ça, la fatigue, elle est commune à tous les militants. Bon, il y a des raisons politiques, hein, à la fin du militantisme politique, mais le point commun, c'est la fatigue. Sauf que la fatigue n'est pas la même, si je puis dire, selon les obédiences. Très clairement, alors par exemple, les trotskistes font beaucoup état de fatigue physique. Les Mao aussi, du style, surtout quand elles étaient établies. Hein, entre le fait d'être établi, les réunions, le tractage, etc., ça faisait des journées où ils dormaient quasiment pas, ils bouffaient pas, enfin c'était vraiment... Bon. Donc la fatigue physique aussi, hein, pour les Mao. Mais sur la fatigue mentale du fait de la violence des relations au sein des organisations, alors là les maoïstes y remportent la palme, franchement, très clairement. Le seul, mais je dis pas ça vraiment pour... Franchement, je vous assure, je dis pas ça pour vous faire plaisir. mais le seul parti qui en réchappe de ce réquisitoire contre la violence la violence ou l'absurdité, etc., c'est le PSU. Parce que certains qu'on a interrogés comme militants du PCMLF ont fait un passage par le PSU. Le PSU, il laisse de bons souvenirs. Mais je ne dis pas pour vous faire plaisir, je vous remercie. J'ai une question un peu. Ils ont réglé leur compte démocratiquement au congrès de Lille. Ils sont tous opposés entre eux, mais il y a eu un débat libre. Et après, ils ont tranché. Et je crois que c'était un jeu intéressant. J'ai une question un peu en marge. Vous avez toutes les deux fait des tentatives de comparaison entre mai 68 et aujourd'hui chez les étudiants et les interventions sur la transmission et sur la culture, etc. Ma question en marge, c'est sur les sciences sociales, sur l'image des sciences sociales, sur l'attrait pour les étudiants, sur les engagements dans les sciences sociales plutôt que dans d'autres filières, etc. Est-ce qu'il y a aussi, parce que 68 a quand même été, d'une certaine façon, je pense, un révélateur, même une explosion d'intérêt pour ce type de sciences. Est-ce qu'on retrouve, tout au bout de 50 ans, le même attrait, la même attirance ou pas? Julie, t'as une... on retrouve, c'est d'une part en sens inverse, c'est-à-dire qu'on sait que les étudiants en sciences humaines et sociales sont les gros bataillons des étudiants qui se mobilisent, à la fois parce que c'est pas n'importe quels étudiants qui vont dans les filières non sélectives de sciences sociales, c'est-à-dire c'est les enfants des classes populaires ou les enfants de fonctionnaires qui ont intérêt à lutter en fait contre la destruction de l'État social, et aussi parce que leurs enseignements activent des dispositions critiques, donc des dispositions à l'engagement. Mais il y a également des trajectoires, alors ça on ne peut pas le vérifier de manière quantitative, mais par contre il y a aussi des trajectoires d'étudiants qui peuvent entrer à l'université par des sciences dures, et qui effectivement, étant militants par exemple dans les syndicats étudiants, fréquentent des étudiants de sciences humaines, se familiarisent avec des théories de sciences sociales et du coup ont des trajectoires de réorientation. C'est-à-dire que quand on dépouille des questionnaires de syndicalistes étudiants, effectivement ils sont quasiment tous en sciences sociales, mais parfois c'est pas leur première appartenance. Parfois c'est une bifurcation qui est vraisemblablement corrélée au militantisme. Moi, mon expérience, en tout cas pour cette année, très clairement, partout en France, très clairement, c'est les historiens, les philosophes, les sociologues, les politistes. Voilà, les juristes. Oui. Bon, mais ça, les juristes se sont jamais mobilisés. Les sciences humaines, psycho, etc. Non plus. Toujours à Paris 1, donc la fac où je suis, ce qui est assez significatif, je le disais tout à l'heure avec Julie, c'est que ceux qui se sont le plus, qui se mobilisent le plus, sont ceux des filières sélectives. C'est-à-dire les doubles licences. Sciences Po Histoire, Sciences Po Philo. C'est assez intéressant d'ailleurs. Mais on dit aussi que le contenu des sciences sociales
a beaucoup changé. Je crois qu'en 68, on cherchait à avoir un contenu. D'abord, ça commençait par de l'ethno. Ensuite, on avait un contenu analytique qui était différent dans son objectif. C'est-à-dire que là, quand on a un résultat donc, que vous avez fait, c'est une analyse très fine, très découpée, avec des références effectivement, d'une situation donnée. Et lorsque on faisait sociaux dans les années 68, c'était beaucoup plus pour analyser ce qui déterminait le comportement des gens et leur comportement social et leurs rapports sociaux, et finalement ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire. C'était beaucoup plus en amont une étude qui analysait le fonctionnement social. Je suis pas d'accord. Par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, où très vite les gens vont en sociologie du travail, ou en sociologie de l'urbanisme, ou en sociologie de cela. Dès qu'ils ont un mode opératoire et une petite spécialisation, c'est fini. Ok, on peut comprendre ça, parce que ça va effectivement vers des secteurs d'activité bien précis. Mais le contenu même de l'enseignement de la sociologie a beaucoup changé. Et quand on le prend en 68, 70, et qu'on le prend dans ce qu'il est devenu maintenant, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même finalité. Moi je suis pas d'accord, mais peut-être que je suis pas bien placée pour... Moi je suis pas d'accord, puis après je vais laisser la parole à Julie parce qu'elle est, bon, elle est bien plus jeune que moi, donc... c'est que d'une part, on a un milieu qui s'est énormément professionnalisé, ah oui, c'est ça. Avec des spécialisations de plus en plus pointues et des outils méthodologiques, empiriques, bon voilà quoi. Cela étant, bon, donc ça va dans un sens, mais dans l'autre sens, et c'est là où je ne suis pas d'accord, en tout cas très clairement pour la science politique, et je pense en partie pour la sociologie, mais très clairement pour la science politique, on a des profs, des chercheurs qui sont très politisés et très à gauche, parce que l'influence de Bourdieu est majeure dans notre formation. Donc, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on pense ? En fait, là où on est mal placé pour en parler avec Isabelle, c'est que nous, on est dans le laboratoire de Bourdieu, donc on est une université où de toute façon, bon, évidemment, il y a eu d'autres résultats depuis, mais c'est la même matrice quand même que dans les années 60. Ce serait certainement différent dans d'autres universités. Oui, j'ai une question sur les archives policières. Vous avez dit au début que le PCMLF était particulièrement surveillé. Non, particulièrement infiltré. Les plus surveillés, c'était l'AGP. Mais les deux vont de pair, puisqu'il intéressait donc particulièrement la police. Est-ce que ça n'était pas aussi à cause de l'aspect international, parce que le PCMLF bien sûr, c'était le seul reconnu par Pékin. Reconnu par la Chine, et par conséquent, et ce depuis 1964. Donc il devait y avoir un intérêt particulier. Oui. Alors est-ce que sans aucun doute. Dans les fiches DRG, est-ce que vous avez vu des connexions avec des éléments vers le contre-espionnage ou des choses comme ça? Non. Ou des rapports sur les visites? Non, parce que celle-ci, c'est pas les RG. Si, ça serait les archives militaires. Oui, mais est-ce qu'il y a et ça, j'ai pas de... Est-ce qu'il y a dans les archives des RG, par exemple, des renvois à d'autres... Non. Et 3000 rien sur les voyages Marseille ou c'est pour la France? Les 3000, c'est pour toute la France, mais dès l'été 68. Ouais. Hein. Alors au total, combien il y en a eu à la fin, en fin de période, ça je peux pas te dire, je n'ai pas le chiffre. Mais dès l'été 68, il y en a déjà 3000 qui sont dans les tuyaux, si je puis dire. C'est une aristocratie à rassembler, mon cher Roger. Donc non, pour répondre à votre question, non. Et ça c'est tout à fait, c'est tout à fait logique, parce que moi par ailleurs, pour un autre travail, pour la bio que j'ai faite de Jean Brugier, que certains d'entre vous, je pense, vous connaissiez. Jean Brugier, non ? Non, je disais pour un autre travail que j'ai fait sur Jean Brugier, qui a été un militant communiste qui a infiltré à la demande du PC comme d'autres l'armée pour participer aux guerres coloniales en Indochine et en Algérie. Donc pour faire sa bio, là j'avais demandé les archives militaires secret défense. J'en ai vu un petit peu, pas beaucoup. Quoi ? Ouais, mais pas beaucoup. Et j'ai eu droit, paradoxalement,
j'ai eu droit à en voir sur l'Algérie, mais pas sur l'Indochine. L'Indochine est beaucoup plus fermée que l'Algérie, en fait. Contrairement à ce que j'imaginais. Enfin bon, bref. Donc, et puis, mais j'ai vu sa fiche à lui des renseignements, enfin des archives militaires, etc. Enfin du renseignement militaire. C'est pas du tout, c'est complètement cloisonné. Hein. Donc, si ça existe, il n'y a certainement pas de traces écrites. Voilà. Mais sinon, vous avez raison, bien entendu. Les deux donc qui étaient le plus surveillés, c'est l'AGP. Pourquoi? Parce que l'AGP, c'est le groupe le plus violent. Et ils ont extrêmement peur. Hein, Ah oui. Ils notent, voilà, 82 attentats commis en 2 ans sur tout le territoire par l'AGP, entre 69 et 70. Très. Puis l'AGP, sur Marseille, a fait des choses quand même. Ils ont attaqué un commissariat quand même, hein, qui était un commissariat spécialisé dans la brigade canine, lâché contre les immigrés. Porte d'Aix. Pour celles et ceux qui connaissent Marseille, Porte d'Aix, c'est le centre-ville, hein, c'est pas... Bon. Donc ils ont fait des choses quand même... Donc l'AGP pour ça, et effectivement le PCMLF, très clairement, par crainte des contacts que le PCMLF avait avec la Chine. Et oui, certains m'ont raconté leur voyage en Chine, pardon, mais également en Albanie aussi. Hein. Mais bon, pas plus que ça, parce que si vous voulez... Dans cette enquête, moi, ça m'intéressait pas de savoir ce que les gens avaient fait. S'ils avaient lancé un pavé, s'ils avaient lancé un cocktail Molotov. C'était pas ça qui m'intéressait, c'était qu'ils me racontent leur vie, etc. Donc, j'ai pas beaucoup insisté sur ce qu'ils ont fait, mais plutôt sur ce qu'ils ont vécu. Voilà. L'expérience à 66 de Garde Rouge, pour beaucoup, c'était quand même une part de leur vécu très importante. Oui. Mais j'ai pas posé beaucoup de questions sur, voilà, quand ils m'ont raconté un voyage en Chine, je leur ai pas demandé, vous avez vu qui, vous avez fait quoi, etc. Parce que c'était pas mon objet en quelque sorte. Est-ce que vous avez des relations entre les militants d'Aix et les militants de Marseille? Oh, oui. Parce qu'en fait, ils travaillent souvent ensemble. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez interrogé des cas de militants aixois, militants à Marseille également, ou vraiment simplement des Marseillais? Plutôt des Marseillais, parce que pour les féministes, par exemple, il y avait une thèse en cours sur les féministes d'Aix, donc là aussi, pour le même principe, on ne va pas empiéter sur... voilà. Mais c'est comme pour Lille et Roubaix, hein, tout ça circulait, etc. Donc, des gens que j'ai interviewés parce qu'ils étaient soi-disant à Aix, mais en fait, ils ont commencé leur... à Marseille, mais ils ont commencé leur militantisme à Aix, donc c'est plus large, c'est les Bouches-du-Rhône, quand même, si c'est quand même... Je disais ça parce que le leader de mai 68 en lettres, ça renvoie à un sujet qu'on avait évoqué au début, ça fait belle lurette qu'il est parti ailleurs, il est dans les Alpes, il s'occupe des migrants actuellement. Oui. Et donc on ne le trouve plus à Marseille ou Non, on n'a pas limité complètement aux frontières. Voilà. Et pareil pour l'île Roubaix. Moi je voudrais poser une question, un des 3 parallèles que vous avez évoqués, c'est la continuité dans le dispositif sélectif à l'entrée à l'université. Et bon, moi, toute ma carrière, je l'ai fait pratiquement en lycée professionnel. Et vraiment, il y a un angle mort dans toutes les informations sur les lois, c'est l'enseignement technique. Je crois qu'on arrive à 30%, c'est ça, de bac professionnel maintenant. Ça veut dire... Enfin, moi, j'ai vu la naissance du bac professionnel. Les objectifs, c'était à partir du bassin d'emploi, passer du bac professionnel au BTS et aller à l'emploi, une main-d'œuvre plus adaptable, etc., que le BEP. Et il y a un mensonge institutionnel total, parce que, par exemple, le manuel d'histoire géo en bac pro, au début, c'était comme ça, après, ça s'est affiné. C'est évident qu'au niveau d'enseignement général, le bac professionnel, c'est complètement en décalage avec l'université. On n'en parle pas de ça. Et bien sûr, après, il y a un mensonge, parce que légalement, ils doivent passer à la fac. Ils passent à la fac et ils ne peuvent pas. Donc il y a un problème majeur. Et voilà. Merci. Alors,
C'est vrai, ce sont les grands invisibilisés, les lycéens professionnels. Par exemple, là, bientôt il va y avoir le bac de philo. On va faire comme si comme si tous les lycéens passaient le bac de philo, alors qu'en réalité, en même temps, les bacheliers professionnels passent le bac de français-histoire, qui est aussi une matière très importante pour eux. Alors, ceci étant, les bacheliers pro sont très présents dans les discours du gouvernement, parce que c'est justement un moyen de légitimer la sélection. C'est-à-dire, ils disent, les bacheliers pros sont rendus responsables de l'échec en premier cycle en disant c'est parce qu'on laisse, par exemple, les bacheliers pros accéder à l'université qu'il y a un si fort taux d'échec. En réalité, les bacheliers pros, c'est 5% des effectifs de l'enseignement supérieur. Donc eux-mêmes ne souhaitent pas forcément aller à l'université parce que tout simplement, ils ont choix. Voilà, ils ne peuvent pas rentrer parce que là, il y a une donc, sélection. Tous ne font pas, alors il peut y avoir des mécanismes d'autocensure, mais très peu font des vœux pour rentrer à l'université. En fait, eux, ce qu'ils font comme vœux, avant sur APB, maintenant sur Parcoursup, c'est surtout des vœux de BTS. Et là, en fait, l'autre mensonge, là, pour le coup, le non-dit de cette loi, c'est que, pour le coup, on aurait pu, avec APB, chiffrer le nombre de places en BTS qu'il fallait pour accéder à tous ces vœux. C'est 25 000, il fallait 25 000 places en plus. Et en fait, c'est 7 000 qui vont être créées. Donc, clairement, voilà. Donc, ils sont à la fois très présents dans un espèce de fantasme des bacheliers pros qui seraient justement à l'université, alors qu'en fait, ils sont très peu, et que du coup, en fait, étant très peu, on pourrait imaginer des dispositifs pour les accueillir spécifiquement et pour ceux qui veulent, en fait, leur donner les moyens d'apprendre à prendre des notes, par exemple, d'apprendre à... C'est 5% de la première année ou 5% de l'ensemble des étudiants? C'est 5% de l'ensemble des étudiants. Dans la mesure où ils sont éjectés après, ce serait plus intéressant d'avoir le chiffre de la première année. C'est vrai. Mais là, du coup, je me fie... Voilà, mais en règle générale, ils font pas énormément de vœux à l'université. Donc ils sont à la fois très présents dans les discours et en même temps très peu présents dans les politiques d'accueil et dans les revendications. Pour le coup, sur l'éducation, on a fait un matériel spécifique en fait pour les lycées pro, justement pour souligner le problème des BTS, mais c'était pas évidemment le cœur de la lutte, quoi.